Je vous remercie de nous avoir rejoints dans cette période très bousculée, très angoissante, et qui donc justement nécessite qu'on se rassemble, qu'on échange, qu'on mette en commun les impressions, les analyses, les problèmes, et qu'on soit le plus fort possible dans la bataille de l'info. Je l'ai toujours dit et je le pense profondément, vous avez un rôle important à jouer, et donc Saïd, que je remercie, et moi, on est venus ici ce soir pour vous aider à jouer ce rôle dans la bataille de l'info. Je pense que les événements qui viennent de se passer pendant une dizaine de jours ont une énorme dimension justement de bataille de l'info, et que si les choses ont tourné comme elles ont tourné, et je pense qu'on doit s'en réjouir, c'est aussi suite au travail de l'information et au fait que la vérité sur l'agression d'Israël a beaucoup circulé et a fini par convaincre de plus en plus de gens. Ce qu'on va faire ce soir, c'est donc, comme on l'avait dit sur l'affiche, pas d'exposé, directement vos questions, on les note et on se les partage et on répond. Donc, la parole est à la salle, on note et on revient. La première question donc était, est-ce que Israël, c'est pas lui qui dicte son agenda aux États-Unis? Ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années. On l'avait abordé dans le livre Israël, parlons-en en 2010, qui est le premier que j'ai consacré à la question. Et là, Noam Chomsky, que j'interviewais sur ça, disait c'est pas le chien qui dirige le maître, c'est le maître qui dirige le chien. Et en fait, Israël est le chien des États-Unis, c'est-à-dire le flic du Moyen-Orient, celui qui va taper sur les Arabes quand ils n'obéissent pas et quand ils ne veulent pas donner leur pétrole gratuitement. En résumé, c'était ça. Ce qui détermine qui commande qui, c'est le rapport de force et fondamentalement, c'est l'économie. Quand vous avez une économie énorme comme celle des États-Unis, qui pendant longtemps était la plus dominante du monde, 50% de la production industrielle de tout le monde en 1945, puis ça a décru, mais quand même, ça reste une économie beaucoup, beaucoup plus forte que celle d'Israël. Et donc, quand on a une économie très forte et qu'on a une structure de la propriété des entreprises qui permet d'avoir beaucoup de capital et d'aller placer son capital ailleurs, on ouvre des succursales, des agences, des agents locaux qui sont chargés d'organiser le pillage des matières premières localement et la mise au pas de ceux qui se rebellent et qui n'acceptent pas de donner leur main-d'œuvre, leurs matières premières, leurs marchandises gratuitement. Et donc, Israël, c'est ça. Israël a été installé et ça, c'est très très bien montré. Et ce soir, je vais, à beaucoup de vos questions, je vais vous dire, il faut lire, il faut se former, pour être vraiment capable, en fait, de répondre vous-même à ces questions-là. Et après, Saïd et moi, donc, on pourra prendre sa retraite, puisque non, ça ne va pas arriver. Mais bon, en tout cas, vous serez capable de répondre vous-même à ces questions, parce que si on étudie l'histoire, Saïd, dans ce livre-là, le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, montre que justement, Israël a été créé pas comme ça par des juifs sionistes qui voulaient faire une colonie quelque part. Oui, c'est vrai, ça existait. Ils avaient d'ailleurs pensé aller au Kenya, ils ont commencé à s'installer en Argentine. Et puis qui leur a dit, non, non, c'est en Palestine que vous nous intéressez, c'est l'Empire britannique et l'Empire français, qui ont dit exactement la même chose. Nous, on veut contrôler ça. Un, parce que ce sont les routes commerciales vers l'Inde et vers ce qui nous rapporte des fortunes. Deux, parce que c'est au milieu de la nation arabe qu'il faut diviser et empêcher de devenir une nation concurrente. Et trois, parce que le pétrole, en 1916, exploitation industrielle en Iran, pétrole, gaz, etc. Et puis les États-Unis prennent le relais. Et aujourd'hui, les États-Unis, pour des raisons de route commerciale, a bloqué la Chine
quand vous regardez les cartes du monde, Brzezinski, mon salaud préféré, le grand stratège des États-Unis, qui avait dit en 97, les États-Unis ont un grand problème, le sort du monde, l'économie du monde se joue en Eurasie, Europe, Asie, c'est là qu'il y a la majorité de la population mondiale, la majorité des richesses, et nous, on n'est pas dans ce continent, dans ce grand supercontinent, et disait-il, on ne peut pas aller faire la police avec notre armée tout le temps, ce n'est pas une manière pour dominer, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les diviser. Nous devons diviser les Européens entre eux, les Anglais contre les Français et les Allemands. Nous devons empêcher les Français et les Allemands de faire du commerce avec les Russes et de prendre leur énergie. Nous devons les empêcher de faire avec la Chine. Nous devons empêcher que tout ça soit un grand bloc économique, commercial, financier, dont les États-Unis seront exclus parce que c'est là que va se jouer le sort du monde, c'est-à-dire quelle sera la superpuissance dominante. 97, Brzezinski. Et donc, on a maintenant la Chine qui est en train de dépasser les États-Unis, et la Chine a besoin évidemment de routes commerciales, un, pour apporter les produits qu'elle vend à l'Europe, et deux, pour recevoir les matières premières de l'Afrique. Et ça, les États-Unis veulent bloquer, et la Palestine est le carrefour de ça. D'ailleurs, Netanyahou l'a montré à l'ONU avec son fameux dessin, là, où la Palestine disparaissait, il n'y avait plus qu'Israël, et il disait, voilà, nous sommes l'agent des États-Unis pour les aider à contrôler ces routes commerciales. Donc voilà, ça c'est la raison fondamentale, et c'est une erreur de dire, parce que le lobby a une influence, et c'est vrai, mais c'est une erreur de dire, donc c'est le lobby sioniste, le lobby israélien qui commande aux États-Unis, parce qu'en fait, on l'a vu aussi dans cette crise, Israël a joué son rôle de flic, il a décidé, pour des raisons qu'on va analyser, on va maintenant attaquer l'Iran, il était incapable de le faire sans les armes plus fortes, sans les armes et les bombes fournies par les États-Unis, et aussi par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, donc là on a un problème. Il était incapable de le faire sans la surveillance par les satellites des États-Unis et des Britanniques, sans l'aide des bases militaires des États-Unis dans la région, et les États-Unis, en plus, donnent le soutien politique à l'ONU et bloquent les résolutions, donnent le soutien médiatique et aident à répandre le récit mensonger sur Israël, pauvre petite victime qui se défend. Et donc, voilà, les États-Unis sont le chef d'orchestre et Israël est un instrument dans l'orchestre. Et il y en a d'autres. Il y a l'Ukraine, il y a eu la Colombie, il y a l'Éthiopie, il y a des États comme ça un peu partout dans le monde. Les États-Unis ne peuvent pas envoyer leurs troupes partout, on a bien vu que ça ne marchait pas, donc ils ont des proxys, ils ont des agents locaux, et Israël en est un. Et maintenant, on a bien vu, à un moment donné, Netanyahou en panique, on va voir pourquoi, il y a eu des questions là-dessus, Netanyahou en panique, help les États-Unis. Et donc les États-Unis disent, oui, ok, on va aider, mais en même temps, on a compris que ça ne va pas marcher, donc on va faire un coup symbolique. Et donc, Netanyahou n'était certainement pas d'accord, mais il n'a pas eu... on lui a pas demandé son avis, en fait. Hein. Et donc, voilà, c'est très, très important de comprendre la relation. La France aussi a des agents en Afrique, ou en avait, elle est en train de les perdre, mais quand même, elle en a encore. La Grande-Bretagne aussi. Et c'est très important de voir la relation. Il y a des grandes puissances impérialistes, et puis il y a leurs agents. Et c'est une relation comme ça. Et je pense vraiment, dans ce manuel stratégique, il faut le lire pour comprendre, dans l'histoire et aujourd'hui, qui commande. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on veut savoir sur qui porter nos coups pour que ça s'arrête, on doit savoir que oui, évidemment, il faut critiquer et mettre sous pression Netanyahou et Israël, mais surtout nos gouvernements qui sont derrière et qui sont les vrais responsables de ça. Il y a une raison très simple. Hein. Si Washington, Londres, Paris, Bruxelles arrêtent de donner des armes à Netanyahou, dans les 5 minutes, il doit négocier. On voit bien donc qui dirige. Voilà. C'est un point très important, donc ça, il va me compléter. Oui, je vais te compléter. D'ailleurs, ma réponse, elle porte sur beaucoup d'autres questions. Il y a un aspect qui est incontournable pour comprendre de nombreuses questions que vous avez posées, qui est de bien saisir la place particulière de cette région. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle région du monde, et cela n'est pas nouveau. Et tous les stratèges, tous les travaux sur la géostratégie, depuis des siècles, mettent en avant la place particulière de cette région. Elle est à l'intersection de 3 continents.
l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Dès l'époque des croisades, c'était une des principales routes commerciales. Elle est repérée comme étant un élément de contrôle des flux d'énergie, d'autres matières. Celui qui contrôle la région contrôle une bonne partie du rapport de force mondial. Et ça explique le malheur du peuple palestinien et la hauteur de sa résistance, la beauté de sa résistance et le drame du peuple palestinien, c'est qu'ils ne s'affrontent pas seulement, et cela depuis les débuts de la création de l'État d'Israël, à un État colonial comme a pu le faire le peuple algérien par rapport au colonialisme français. Ils s'affrontent à un collectif de colonisateurs qui ont un outil qui est l'État d'Israël. Vous savez, en matière de colonisation, on a tendance à mélanger toutes les colonisations. Toutes sont affreuses. Toutes sont des colonisations qui n'apportent rien à l'humanité. Toutes les thèses sur l'apport positif de la colonisation, tout cela, je pense que les gens sont convaincus de ça ici. Par contre, on peut aller regarder un peu plus finement les différents types de colonisation. Vous avez d'abord des colonisations qui sont des colonisations d'exploitation. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de colons. Il faut une armée pour piller et faire travailler la force de travail locale et la surexploiter. Ça a été le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Puis vous avez les colonisations de peuplement, dont là, le projet est d'éradiquer un peuple et de le remplacer. Là, Israël est une colonisation de peuplement. Toutes les colonisations de peuplement sont inévitablement génocidaires. Et le génocide d'aujourd'hui n'est que la possibilité pour la colonisation de peuplement, compte tenu du rapport de force mondiale, d'essayer de mettre en œuvre ce génocide. Mais il y a surtout le troisième type de colonisation qui a été malheureusement trop peu étudié, qui sont ce que j'appelle les colonisations collectives. C'est lorsque l'enjeu est trop important pour qu'un seul impérialisme se l'accapare pour lui tout seul. Ça a été le cas du Congo. Quand la conférence de Berlin s'est réunie pour se partager l'Afrique comme un fromage, l'enjeu congolais était tellement important qu'aucun des États impérialistes n'était pour le laisser à un concurrent. Personne n'a dit « tu me donnes ça et je te donne le Congo ». Tout le monde voulait le Congo. Soit c'était la guerre totale entre eux, soit ils décidaient de quelque chose de particulier. Ils l'ont confié au roi des Belges, qui l'a géré pour le compte de tous les impérialismes. Si vous alliez au Congo, vous aviez des capitaux états-uniens, vous aviez des capitaux français, alors qu'en Algérie, vous n'aviez que des capitaux français. Ça s'appelle une colonisation collective. L'État d'Israël, dès sa naissance, est une colonisation collective. Et c'est en cela qu'il est un outil, un État vassal au service des grandes puissances aujourd'hui. Quant à l'autre élément qui me semble vraiment important d'avoir en tête avant de répondre directement à la question, c'est de vraiment avoir en tête à qui servent les thèses qui circulent aujourd'hui. Je voudrais en citer deux, qui ne circulent pas, qui circulent chez des gens sincères, des gens qui ont envie de soutenir le peuple palestinien. La première, c'est justement celle-là, de considérer qu'Israël est le véritable maître des USA. Ça nous amène à sous-estimer le combat et à ne pas voir notre rôle. Notre rôle, c'est de faire pression sur nos États ici. Parce que si Israël existe, c'est parce que nos États lui permettent d'exister. Et donc on se trompe de combat, et donc on oublie notre propre responsabilité. Et la deuxième thèse, ce sont toutes les thèses psychologisantes. Y compris, j'en ai entendu un peu ici. Netanyahou est malade, Netanyahou est Hitler. Mais Hitler, même lui était quelqu'un qui fonctionnait sur la base d'une logique économique. Même lui était soutenu par des grands capitaux. On le sait aujourd'hui. Même lui était au service d'un certain nombre d'intérêts. Ça n'était pas un fou qui se réveillait le matin et qui faisait cela. Il était dans une logique globale, comme aujourd'hui Netanyahou est dans une logique globale. Et donc la question c'est, qui décide de cette logique? Est-ce Netanyahou qui décide de sa logique? La bonne image pour moi, c'est de considérer que le scénario est écrit à Washington et qu'un détail du script peut être écrit à Tel Aviv. Autrement dit, ce n'est pas parce que Netanyahou est un outil des États-Unis en particulier qu'il n'a aucune autonomie relative. Bien entendu qu'il essaye de maximiser ses gains. Bien entendu qu'il essaye de pousser les États-Unis à aller plus loin. Mais les États-Unis ont les moyens de lui dire stop. Et quand ils ne lui disent pas, c'est qu'ils ont intérêt à ne pas lui dire. Et donc Netanyahou est un outil, effectivement, et il ne faut pas inverser la situation. La dépendance économique d'Israël
vis-à-vis des États-Unis, la dépendance militaire d'Israël vis-à-vis des États-Unis, la dépendance financière d'Israël vis-à-vis des États-Unis, la dépendance diplomatique d'Israël vis-à-vis des États-Unis, font qu'en réalité, on laisse Netanyahou dans son autonomie relative tant que ça ne contredit pas les intérêts états-uniens. Et on l'arrête dès que ça le contredit. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de cela. Je peux continuer sur une autre question? Sur la question de la véritable motivation des bombardements en Iran. Je voudrais la résumer en disant qu'il fallait sauver à tout prix le soldat Netanyahou. Autrement dit, nous nous sommes retrouvés, vous avez vu l'accélération de la situation, et comment un Donald Trump qui était menaçant, après laisse un délai de 15 jours avec un ultimatum, et après rompt ce délai, et au bout de 3 jours, fait les bombardements. En réalité, l'évolution de la situation sur le terrain a complètement désarçonné et Netanyahou et Donald Trump. Je pense qu'on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle Netanyahou était en échec, en fiasco programmé sur son intervention en Iran. Il y avait eu, comme d'habitude, sous-estimation de la cohérence du peuple iranien et de la volonté du peuple iranien de sauvegarder sa souveraineté nationale. Je pense qu'ils ont été surpris par le patriotisme du peuple iranien. Ils espéraient que cette intervention allait constituer un vent de panique qui allait amener le peuple iranien à se retourner contre ses dirigeants. Ça ne vous rappelle rien? C'était exactement leur calcul à Gaza. Ils l'avaient dit tel quel. Nous allons arrêter si vous vous retournez contre les organisations de résistance. Et le peuple palestinien ne s'est jamais retourné contre ces organisations de résistance. Et donc, ça c'est le premier élément de surprise. Second élément de surprise, ils se sont aperçus très rapidement que les Iraniens s'étaient préparés à une telle agression. Très vite, on a eu des experts militaires qui ont commencé à s'exprimer sur la situation pour dire qu'il existait un véritable plan de riposte du côté de l'Iran. Le simple fait qu'ils aient commencé par envoyer leurs anciens missiles démodés, qui étaient complètement, qu'on considérait, compte tenu des nouveaux missiles, complètement dépassés, pourquoi? Pour fatiguer le dôme de fer, pour épuiser les contre-missiles israéliens, et qu'ensuite ils soient passés à des missiles plus sophistiqués, indiquaient qu'ils n'étaient pas seuls. Troisièmement, on a eu des signes, notre question a été posée sur les alliés de l'Iran, on a eu des signes qui ont été décisifs dans à la fois le bombardement états-unien et ensuite son arrêt. Bien, ça a été un certain nombre de prises de position, justement, et de signes matériels qui ont montré que l'Iran n'était pas seul. Pour ne prendre que la dernière séquence, par exemple. La séquence du cessez-le-feu. Agression états-unienne. On annonce que ça y est, on a détruit l'ensemble des infrastructures nucléaires iraniennes. L'Iran riposte. Mais et puis on a un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais entre-temps, vous avez eu une prise de position de la Chine qui a été concrète. L'envoi de 3 avions cargo. Au-delà de ce qu'il y avait dans ces avions cargo, quel était le message? L'Iran n'est pas seul, y compris en matière d'armement. Vous avez eu le ministre des Affaires étrangères iranien qui est reçu à Moscou pour déclarer quoi? Que dit la déclaration commune? La déclaration commune dit « Nous avons une alliance stratégique entre Moscou et Téhéran ». N'attendez pas que les Russes ou les Chinois disent publiquement leur stratégie dans la région. Ils seraient fous de le faire. Ils ont une stratégie, elle n'est pas tornitruante comme Donald Trump, mais je pense qu'elle est plus efficace. Troisièmement, on a eu également quelque chose de complètement nouveau, de complètement inédit. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais connu. Qui sont des États qui sont dotés de l'arme nucléaire et qui disent qu'ils sont prêts à offrir des missiles, des ogives nucléaires à l'Iran. Ça a été la déclaration du Pakistan, mais vous avez entendu la déclaration de Medvedev, le président du Conseil de guerre russe, qui dit « D'autres États, je ne dirai pas lesquels, sont prêts à donner des ogives militaires à l'Iran si l'agression continue. » Et donc on a, à ce niveau-là, eu un Donald Trump et un Netanyahou qui se sont retrouvés
dans une situation où il pensait que, pour des raisons de crainte d'une conflagration générale, il y allait avoir recul de tous ceux qui pouvaient soutenir l'Iran et que du côté du peuple iranien, il y allait avoir un vent de panique. C'est l'inverse qui s'est passé et je pense que le cessez-le-feu est une bonne nouvelle. Le cessez-le-feu est en réalité le signe du fiasco. Alors c'est un fiasco momentané, ils ne vont pas renoncer à la région, il ne faut pas rêver, mais c'est un fiasco et pour Netanyahou et pour Donald Trump. Oui, je pense que ceci répond bien à plusieurs questions. Comme Saïd le disait, la question est-ce qu'Israël dicte son agenda aux États-Unis, qui amène la question pourquoi les États-Unis agissent comme ça et soutiennent Israël. Là, je pense qu'on peut enclencher sur la réponse des questions, je les ai numérotées, la 3, la 7 et la 9. Dans la question 3, on nous a dit le droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et il est universel, sauf pour les Palestiniens. Et la question numéro 9 nous disait la diplomatie et le droit international, quelle place ils ont là-dedans? Clairement, pas grand-chose, puisque le monde a vu une application de la loi du plus fort. Et ça fait un petit temps déjà. On a été éduqués, vous je ne sais pas, mais moi en tout cas dans les années 50-60, l'Europe est le centre du monde, c'est le modèle des valeurs, de la liberté, du droit. Tous les autres peuples doivent nous imiter, à commencer par ces Noirs sauvages et arriérés que nous avons pour mission de civiliser. Donc nous sommes vraiment les meilleurs, the top of the world. On voit maintenant nos agents au Moyen-Orient utiliser comme arme politique le fait d'affamer des enfants, d'utiliser la famine comme moyen de guerre. Est-ce qu'il y a plus barbare, plus répugnant, plus crapuleux que ce que font nos gouvernements, Belgique compris, qui laissent faire et qui disent à Netanyahou « continue le job, vas-y ». Il n'y a pas de sanctions sérieuses. Il n'y a pas de critique là-dessus. On commence, après 1 an et demi, à voir certains ministres qui disent « oui, on pourrait parler de génocide ». Mais alors, on n'a pas besoin de paroles, on a besoin d'actes. Si vraiment vous pensez qu'il y a un génocide, et en plus avec les méthodes les plus barbares, d'affamer et de désespérer des gosses, des enfants de 3, 5, 9, 10 ans, mais vous tous qui avez des enfants, des petits-enfants, pensez un peu comment vous deviendriez fou et prêt à n'importe quoi si on vous fait ça. Et notre gouvernement dit, circulez, il n'y a rien à voir, c'est tranquille, on laisse faire. On est gouverné par des gens d'une immoralité totale qui n'ont plus aucun droit à employer le mot, justement, droit de l'homme, etc. Ça doit être vraiment clair. Et ça, c'est un message que nous devons faire parler très simplement aux gens, avec des photos, circuler sur nos téléphones, montrer tous les représentants des organisations internationales humanitaires de l'ONU, etc., qui sont pourtant des gens nommés par l'Occident, qui n'ont pas des petits salaires, qui en ont déjà vu beaucoup, et ils sont tous en train de nous dire les larmes dans les yeux que c'est inhumain, que c'est monstrueux ce que nos gouvernements sont en train de faire. Ça, c'est votre mission d'apporter en premier ce message-là que ça doit vraiment changer. Et pas seulement aux élections qu'il faudra s'en souvenir, mais maintenant tout le temps en les bloquant. Et donc, en fait, on doit comprendre que le droit, ces gens-là, ils l'utilisent de façon très secondaire. Ils l'utilisent contre les sauvages pour leur dire « voilà tes obligations, voilà les lois que tu dois respecter », mais eux sont au-dessus de ça pour la raison bien simple, c'est que ce n'est pas le droit qui dirige le monde des relations internationales, c'est l'économie, c'est le profit. Et donc, il n'y a pas de crimes devant lesquels ils vont reculer.
d'autant plus que c'est leur survie. S'ils ne sont pas en train d'exploiter ces matières premières, d'autres vont le faire et ils vont avoir un grand problème de concurrence. Et donc, on doit vraiment être capable d'expliquer que la racine de la guerre, la racine de ces méthodes abominables qui sont employées, c'est le profit maximum, la volonté des multinationales de contrôler les richesses et de dominer le monde. Et c'est de ça qu'on doit rendre nos gouvernants responsables et tous nos politiques. Voilà, je crois que ce point-là, il est très très important. Pourquoi la Belgique n'a pas pris une position claire? Non seulement parce qu'elle vend des armes et qu'elle vend avec les États-Unis les armes qui servent à massacrer à Gaza, au Liban et ailleurs, mais tout simplement parce que, comme l'a dit Saïd, elle fait partie du colonialiste collectif qui se fait beaucoup d'argent grâce à Israël depuis longtemps. Et donc c'est de ça qu'on doit être capable de traiter, de discuter autour de nous et de convaincre. Voilà, je crois, certaines des questions auxquelles j'ai essayé de répondre. On a posé aussi une question précise. Est-ce que vraiment l'Union européenne va donner des millions à Israël? Et quel est le rôle précis de l'Union européenne? Parce qu'on nous dit pas mal de choses, que finalement elle n'a rien à dire, c'est les États-Unis. Est-ce que vraiment elle n'a rien à dire? Alors, un petit mot pour compléter la réponse sur le droit. C'est vraiment important qu'on soit clair au niveau des concepts. On nous balance en permanence un certain nombre de termes et du coup, on ne nous habitue pas à repérer la distinction entre eux. Le droit n'est pas la justice. Ça n'est pas la même chose. La justice se constate lorsque les décisions prises sont des décisions qui éliminent l'oppression, la domination, l'inégalité, la discrimination. Le droit, c'est autre chose. Le droit, c'est une réalité concrète qui est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. La preuve, il y a eu un moment où l'esclavage était légal. Il était posé dans le droit. Et la lutte des peuples a fait disparaître du droit l'esclavage. Il y a eu un moment où la colonisation était inscrite dans le droit. C'était pourtant injuste. Même quand elle était inscrite, c'était déjà injuste. Et c'est la lutte des peuples qui a dû enlever cette clause. Donc le droit international exprime à la fois des avancées liées à la lutte des peuples qui ont posé dans le droit international des choses qui sont correctes, mais aussi comporte des éléments qui sont réactionnaires, qui sont posés par les dominants. Le simple fait qu'on ait un Conseil de sécurité avec 5 puissances dans le monde qui peuvent bloquer les décisions collectives, c'est une règle de droit international. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Elle donne le pouvoir à 5 puissances de déterminer si on va condamner Israël ou non, et le veto états-unien suffit. Donc c'est important de bien distinguer les deux. Sur la question de l'Union européenne, je pense qu'il faut là aussi, je vais être un peu sévère avec nous-mêmes, il faut qu'on renonce à la naïveté en politique internationale. L'Union européenne n'a jamais caché ses positions. Je voudrais vous donner juste sa dernière. On est dans quel contexte? On est au milieu du film des bombardements israéliens contre l'Iran, sur le territoire iranien. Le G7 se réunit. Dedans, il y a tous les pays de l'Union européenne, plus l'Union européenne. Ils se réunissent. Et quel est leur communiqué? Israël, ça commence par ça. Israël a le droit de se défendre. C'est ceux qui étaient en train d'agresser. Deuxième élément, le danger pour la région, c'est l'Iran, qui est terroriste, alors qu'elle est en train de se faire agresser. Troisième élément, nous demandons à l'Iran d'éviter toute initiative qui pourrait conduire à une escalade. Alors qu'on est dans un moment dans lequel il y a une agression ouverte et violation du droit international par Israël. Donc l'Union européenne n'a jamais eu de position ambiguë. C'est nous qui avons envie de croire, en réalité. Mais il faut arrêter avec les faux espoirs. L'Union européenne prend des positions correctes lorsqu'elle est obligée par son opinion publique. Je ne dis pas que c'est impossible d'obtenir des positions correctes de l'Union européenne, mais c'est quand nous sommes des centaines de milliers dans les rues. C'est quand ils ont peur des effets.
Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre en tête ce qui était dit par Michel. L'Union européenne a des intérêts à sauvegarder dans la région, et ces intérêts sont aujourd'hui liés à l'État d'Israël. Oui, pourquoi, je voudrais aussi répondre à la question, pourquoi l'Iran n'a pas négocié un cessez-le-feu qui incluait la bande de Gaza. Je pense que la contribution de l'Iran aujourd'hui à la résistance palestinienne et à la pression sur Netanyahou, c'était d'abord de tenir lorsqu'elle est agressée. Vous ne pouvez pas être sur une logique de l'absolu. Chacun des États, en fonction du rapport de force, compte tenu de l'ampleur des attaques, eh bien, élabore ses stratégies. Du côté de l'Iran, je pense que le simple fait d'avoir contraint Netanyahou et les États-Unis à un cessez-le-feu, c'est le plus grand apport qu'ils pouvaient faire au peuple palestinien aujourd'hui. Pour le reste, eh bien, la lutte va continuer. Oui, j'aimerais compléter ce point de l'Iran que je partage. J'ai eu l'occasion dans la dernière année d'aller 2 fois à Téhéran et d'avoir des entretiens avec des gens influents qui étaient d'ailleurs très très intéressés d'apprendre comment on manipule l'opinion ici et comment se déroule la bataille de l'information. Donc on m'avait invité un peu à faire des conférences sur les médias mensonges, la propagande de guerre. J'avais fait des exposés sur la guerre en Ukraine et le livre qui est là-bas, Ukraine, la guerre des images. Et donc j'avais expliqué comment ça avait fonctionné, l'endoctrinement de la population européenne là-dessus. Et donc ça les intéressait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup le plaisir d'ailleurs de voir que le numéro 1 là-bas a dit « La guerre, elle est médiatique » récemment. Et je pense qu'ils l'ont bien appliqué. Leur com international n'est pas toujours top, mais là, je pense qu'ils ont quand même travaillé intelligemment. Et donc, l'Iran s'est retrouvé dans une situation compliquée. Hein. Il ne faut pas sous-estimer son rôle. Les armes qui ont été utilisées par le Hamas et les autres groupes de résistance à Gaza ne tombaient pas du ciel. Hein. Les armes qui ont été très performantes, qui ont été utilisées par le Hezbollah au Liban et qui ont beaucoup ajouté aux difficultés d'Israël, ne tombaient pas du ciel. Dans la région, il y avait des filières, et c'est clair que la Syrie était un point de passage, et donc le coup assez brillant que les États-Unis et Israël et la France ont réussi, bon plutôt la Grande-Bretagne que la France, ont réussi en Syrie, a clairement rendu les choses beaucoup plus compliquées, et on l'a un peu vu sur le terrain. Donc, on peut dire évidemment à l'Iran, yaka, mais il y a toute une série de choses qu'on ne connaît pas bien nous ici, mais qu'on peut quand même voir, c'est que ce qu'on a appelé l'axe de la résistance, auquel il faut évidemment ajouter le Yémen et certaines forces en Irak, c'est ça qui a quand même embêté énormément les impérialistes. Et si tout le rapport de force a changé, si les résistants de Gaza ont osé se lancer dans cette offensive qui a démasqué Israël, qui a déjà commencé à démasquer le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, s'ils ont réussi à faire ça, c'est qu'il y a eu de l'aide, hein, il y a eu du soutien. Alors évidemment, quand on connaît la situation internationale, quand on sait que des pays sont placés sous des sanctions, et quand j'ai été en Iran 2-3 fois, j'ai dit, tiens, les pistaches là que j'achète qui sont délicieuses coûtent 2 fois plus cher qu'à ma visite précédente. Ah ben oui, c'est comme ça. Et donc, le peuple, il souffre beaucoup parce que la monnaie est soumise à une pression énorme et il y a des profiteurs qui en profitent. Et donc, la situation est difficile. Et on ne doit pas sous-estimer d'ailleurs. Et les États-Unis et les autres ont d'ailleurs joué sur cette idée en disant, voilà, il y a du mécontentement en Iran à cause de la pauvreté, à cause de certaines bureaucraties et corruptions. Il y a des problèmes dans ce pays-là comme dans d'autres. Donc, on va
comme l'a dit Saïd, semer la panique, terroriser, et ils vont se soulever et ils vont renverser leur dictateur. Là, on est dans l'arrogance habituelle. Chaque fois, je ne sais pas ce qu'il y a, donc ils sont quand même un petit peu malades dans leur tête aussi quand même, il y a ce problème psychologique de l'arrogance, on est les plus forts, on n'a qu'à taper, ils vont tous avoir peur, etc. Et ça leur joue des tours. Hein. C'est un facteur qui a joué aussi dans ce qui s'est passé. Ils se sont lancés dans un truc beaucoup plus gros les yeux plus grands que le ventre, quoi. Donc pour revenir à l'Iran, la situation était difficile. Avec la prise de la Syrie, elle a été encore plus difficile. Et ça n'empêche que pourquoi Netanyahou il faisait sa fixation sur l'Iran et Trump aussi. Vous souvenez, hein, il y a 10 jours, c'est quand même pas si vieux. Hein. Je ne veux pas négocier, je ne veux pas cesser le feu, je veux la capitulation totale et assassiner le dirigeant comme un ami. Peut-être bien, oui, peut-être bien je vais le faire, etc. Et donc, c'était un enjeu fondamental. Hein. Ils y croyaient vraiment. Hein. Et donc, ils ont échoué. Et il y a quand même, je pense, un mérite énorme. On pense ce qu'on veut sur l'Iran et ce n'est pas un pays parfait. Et il y a des choses certainement que le peuple iranien aura à faire avancer. Mais certainement pas les colonialistes qui ne sont pas la solution. Et donc, je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le rôle énorme qu'ils ont joué. Et moi, je n'hésite pas à le dire, je suis content que l'Iran a gagné cette guerre. Je n'hésite pas à le dire. Parce que le sort du monde, il se joue beaucoup au Moyen-Orient, en Palestine. La résistance des Palestiniens, ça a été un premier grand motif pour moi de me réjouir. Je sais que ça leur coûte un prix énorme, je sais qu'ils ont des souffrances épouvantables, mais ils ne se retournent pas contre les milices de la résistance. Ils sont fiers, ils ne capitulent pas malgré toutes ces souffrances. Et le sort du monde, il est en train de basculer là. On est peut-être dans le début de la fin de l'impérialisme. Alors je ne vais pas les sous-estimer, je ne vais pas dire c'est fini, c'est foutu pour eux. Ils ont une capacité de nuisance et la capacité de commettre les pires crimes. Donc on ne se réjouit pas, mais quand même, enfin, on se réjouit tout en restant vigilant. Je pense que moi, j'ai une vraie reconnaissance pour le peuple iranien qui a résisté très très courageusement. Ils ont subi des saloperies et des pertes, hein, et on a vraiment essayé de leur flanquer la trouille au début, et voilà, ils sont restés calmes, et ils ont appliqué une stratégie que même des experts aux États-Unis ont dit ah, c'est très malin, comme Saïd vient de le dire. Ils sont en train de dire à Netanyahou, vas-y, lance tes missiles, ça coûte très très cher, nous pas du tout, et on te lance un petit truc à 200 000 €, et toi tu dépenses 14 millions pour le flanquer, l'abattre, etc. Vas-y, nous on peut continuer longtemps. Et donc, c'est quand même grâce à cette résistance, grâce au fait que, bien sûr, en Iran, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, c'est le cas dans le monde entier d'ailleurs, mais on a vu que la plupart, à part quelques traîtres qui se voyaient déjà, on a vu qu'ils se sont dit, bon, on a des critiques sur notre gouvernement, mais les États-Unis ne sont pas la solution, on résiste, etc. Et donc, c'est bien, quelque part, quand les impérialistes attaquent, ils arrivent à montrer au peuple qu'il y a des points sur lesquels on doit vraiment s'unir et résister, et on résoudra le reste après. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Il y a un rapport de force, ils ont déjà beaucoup pesé sur ce rapport de force, et après, je crois que ce sera nous aussi. Hein? La question n'est pas tellement « Hey, Iran, pourquoi vous n'avez pas fait plus ?» La question est « Pourquoi nous, à Paris, à Bruxelles, etc. » On n'est pas capable de faire plus, et c'est ça qu'on va aussi discuter ce soir. Voilà. Ça, c'est un point qui, pour moi, me semblait très, très important. Je ne sais pas si dans toutes les questions posées, il y en a une peut-être, la 19, est-ce que le sionisme peut disparaître ou une autre qui t'inspire? Est-ce que le sionisme peut disparaître? Je ne vais pas seulement vous dire une réponse oui ou non. Je vais vous poser une affirmation. Le sionisme disparaîtra. Ou le génocide du peuple palestinien ira jusqu'au bout. Et il ne faut pas éliminer cette hypothèse. Ils l'ont fait avec les Indiens d'Amérique. Ils l'ont fait dans d'autres endroits. C'est-à-dire que pour que cette région reste contrôlée par l'Occident collectif, parce que derrière les États-Unis, il y a l'ensemble des autres pays occidentaux, eh bien, le sionisme doit rester.
Mais la résistance du peuple palestinien ne peut pas s'arrêter. Ou alors il accepte de disparaître. Et donc, inévitablement, dès qu'il y aura, et ça a commencé, c'est toute la difficulté de la période actuelle, dès qu'il y aura conjonction entre un changement de rapport de force mondiale et la résistance palestinienne, eh bien le sionisme ne tiendra pas. C'est ce qu'on a connu dans le passé. Qui pouvait dire que l'Algérie serait un jour indépendante en 1930 ? On fêtait les 100 ans de la colonisation à Paris, et allez relire les textes de l'époque, ni à droite ni à gauche, il y avait des gens qui critiquaient la colonisation, mais personne ne pensait qu'il serait possible de l'abolir. À part les nationalistes, bien sûr. Mais pour tous les autres, ça apparaissait comme un combat noble, mais perdu d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la résistance a continué et qu'elle a rencontré à un moment donné un rapport de force mondial qui a changé. Lequel? Celui d'après la Seconde Guerre mondiale, la défaite du nazisme, la naissance des aspirations à la libération nationale, une Union soviétique qui défendait les indépendances nationales, la montée de la Chine. Et à ce moment-là, eh bien, les indépendances qui étaient considérées comme impossibles sont redevenues possibles. C'est la même chose avec le sionisme. L'évolution du rapport de force mondiale dépend de la situation au Moyen-Orient, mais la situation au Moyen-Orient dépend aussi de l'évolution de la situation internationale. Personnellement, je suis persuadé que si le 7 octobre a été possible, c'est-à-dire que les organisations de résistance qui étaient en train de disparaître, parce que les accords d'Abraham, parce que l'encerclement du peuple palestinien, parce que, rappelez-vous, le 6 octobre, on ne parlait plus du peuple palestinien. C'était plus à l'ordre du jour international. Ça n'apparaissait plus dans les démarches diplomatiques. Et les accords d'Abraham se signaient les uns après les autres, etc. Eh bien, si le 7 octobre a été possible, il était nécessaire depuis longtemps, mais s'il a été possible, c'est lié à quoi? Ben, c'est lié que le monde avait changé, qu'il y avait une dimension multipolaire, qu'il y avait des soutiens possibles qui n'existaient pas auparavant. Ça pose d'ailleurs, dans la suite de ce que disait Michel, la question du bilan de l'Iran, hein, du bilan de cette guerre. Personnellement, quand je disais que c'était pour moi une victoire des peuples, que ce cessez-le-feu, c'est tout simplement parce qu'il faut se poser la question, dans quel état serait le monde avec une défaite de l'Iran aujourd'hui? Quelles auraient été les conséquences dans le rapport de force mondiale? Quels auraient été les effets sur les stratégies états-uniennes? La volonté d'aller plus loin, d'intervenir encore plus fort. Quels auraient été les effets sur ceux qui s'opposent aux États-Unis, la Chine, la Russie, etc., les BRICS? Il est clair que le cessez-le-feu en Iran vient montrer que l'hégémonisme dominant ne peut plus tout faire. Il a en face de lui des résistances. Il y a des rapports de force qui le bloquent. Il ne renonce pas à ses super profits. Il ne renonce pas à s'accaparer les richesses du monde. Mais il doit tenir compte désormais de contre-forces, de résistance, de points d'appui pour les peuples. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Oui, sur l'Union européenne et l'armement. D'abord, je pense qu'il faut qu'on se prépare tous à une véritable campagne durable contre ces budgets d'armement. J'apprenais en venant dans les embouteillages qu'il y avait eu au gouvernement ou au Parlement belge la décision d'augmenter de 2%. Et ils se demandaient s'ils n'allaient pas se faire engueuler dans leur réunion, puisque l'Union européenne a accepté les 5%. Donc, sur la question, il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça signifie. Hein. Nous avons tous connu, ces dernières décennies, des plans d'austérité. On a tous vu en quoi notre niveau de vie pouvait être rapidement atteint. Mais ça n'est rien au regard du passage à 5% du produit intérieur brut. L'austérité et la baisse du pouvoir d'achat qui s'annoncent là, pour s'armer à 5% du PIB, mais c'est une austérité comme nous ne l'avons jamais connue. Et au profit de qui? Au profit de qui?
quelles armes vont être achetées par l'Union européenne. Mais il suffit de regarder la structure des armées européennes pour s'apercevoir que Trump, en imposant ces 5%, a créé un nouveau marché pour ces entreprises d'armement. La structure des armées européennes les rend dépendantes de l'armement états-unien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Dassault, qui commence à se plaindre. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas lui qui va récupérer ces 5%. Et donc, sur la question de l'armement, oui, ils ont la volonté de s'armer massivement. Ça va nous coûter très cher au niveau des peuples. Et ça va profiter essentiellement au niveau économique aux États-Unis. Mais surtout, il faut se poser la question, connaît-on dans l'histoire de l'humanité des moments d'armement, d'accélération de l'armement aussi rapide qui n'ait pas débouché sur une guerre? Nous n'en connaissons pas. Tous les discours qu'on nous tient sur « on s'arme pour ne pas faire la guerre », c'est ça le discours dominant, hein? Il faut s'armer pour être dissuasif. Tout ça, c'est du mensonge. Hein? À chaque fois que nous avons connu une accélération aussi rapide de l'armement, ça a débouché sur la guerre. Oui, je vais enchaîner sur la question de l'Ukraine et des fameux 5%. Augmenter notre budget, ils appellent ça défense, mais c'est le mot le plus mal, qui convient le plus mal à des attaques. Le budget, c'est pour acheter les armes qu'a dit Saïd et attaquer les enfants de Gaza, tuer au Liban, tuer en Ukraine, obliger ces pauvres Ukrainiens à continuer à sacrifier leurs hommes soldats pour une guerre qui ne va rien leur rapporter, qui va détruire leur pays et qui va seulement enrichir les multinationales de l'armement et autres des États-Unis. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et sur ce livre « Ukraine, la guerre des images » qui est là dans notre stand, j'aimerais bien vraiment que vous le regardiez aussi. Avec le collectif Test Média d'investigation, oui, c'est ce livre-là, hein, vous avez la tête de Biden et de Poutine qui est là-bas derrière qu'on est en train de vous montrer. J'aimerais bien que vous le regardiez aussi. Je pense qu'il faut se former sur tout ça. Et évidemment, on est avec une très grande mobilisation sur la Palestine et le Moyen-Orient, et j'en suis vraiment très content. Mais on va rester faible tant qu'on ne sera pas capable de montrer qu'au fond, c'est la même guerre qui se déroule en Ukraine, c'est la même guerre qui se déroule en Libye, en Syrie, au Niger, au Mali, au Burkina, dans d'autres formes, à Cuba, en Colombie, etc. C'est la même guerre partout. Et la guerre en Ukraine est très très importante parce qu'elle poursuit les mêmes objectifs que la guerre contre les Palestiniens et les peuples arabes, c'est-à-dire la domination mondiale des multinationales US, le profit maximum, l'exploitation maximum des ressources. Et donc, on doit être capable, chacun qui est ici dans cette salle, il doit être bon sur la question de l'Ukraine et être capable de montrer qu'on nous a menés en bateau. Et donc, il faut un peu se former, mais ce n'est pas compliqué. Et il faut expliquer les mensonges qu'il y a eu et les intérêts qui ont justifié cette guerre. Et pour ceux qui sont croyants, utiliser l'exemple du pape François, qui avait, et pour les autres aussi d'ailleurs, moi je l'emploie tout plein, qui avait bien expliqué, bon, la réaction de Poutine sur l'Ukraine, ça ne va pas, pas bien fait, mais disait-il, je me pose des questions, pourquoi il a fait ça? Et la réponse est, disait-il, les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou. La guerre en Ukraine s'explique, par un coup d'État qui a amené des gens, des Netanyahou locaux au pouvoir à Kiev, avec des troupes nazies, héritières de la mentalité de la Seconde Guerre mondiale, des troupes nazies qui, entre parenthèses, étaient
radicalement raciste, anti-juif, antisémite à fond, mais là, ça ne dérangeait pas parce qu'ils tapaient sur les Russes et ne tapaient pas sur les Israéliens. Et donc, cette guerre-là, le pape François avait tout à fait raison de dire, c'est l'expansion de l'OTAN, c'est l'expansion des États-Unis qui viennent placer leurs missiles aux portes de Moscou pour affaiblir la Russie. Et le but fondamental, c'est de voler les ressources importantes de la Russie et de la Sibérie, bien sûr, le pétrole et le gaz là, mais aussi d'empêcher un commerce entre la Russie et l'Europe. Et là, il y a un argument très simple qu'on doit utiliser pour que les gens se posent des questions. On avait un gazoduc qui amenait du gaz bon marché en Allemagne et l'industrie pouvait tourner avec une énergie bon marché facile, etc. Et on le fait sauter. Les États-Unis, Biden dit oui, oui, je vais le faire sauter, il le fait, et on dit non, 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 c'est sûrement les Russes. Et donc, on doit être capable de montrer avec des exemples très simples comme ça que la même bataille se déroule à deux différents champs de bataille. On doit être capable de montrer aussi que le Niger, le Mali, le Burkina, c'est la même question avec la dimension de l'Afrique qui veut son électricité, son uranium bon marché, donc pas payé. On doit être capable avec des exemples très simples. Le Niger, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Les écoliers n'ont pas de cahiers, n'ont pas de crayons. Et il y a une richesse énorme dans ce pays qui s'en va gratuitement vers la France, l'uranium pour Areva, pour fabriquer et vendre son électricité. Et quand le président du Niger a dit à Areva, je voudrais quand même un petit peu d'argent parce que les écoliers n'ont même pas de cahiers et de crayons, Areva a dit, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est des choses très simples que vous devez pouvoir expliquer autour de vous et faire comprendre qu'on est dans la même guerre partout et que, je reviens aux 5%, les 5%, ils vont être utilisés pour aller taper sur les gens du Niger, du Mali et du Burkina ou sur les gens au Moyen-Orient où partout il y aura des peuples qui résisteront à nos multinationales. Et les 5%, ils vont aussi être une injustice énorme envers les gens d'ici. On a déjà de plus en plus à se poser les questions comment on va finir le mois, quel choix est-ce qu'on va faire. On donne à manger aux enfants, ou on va chez le dentiste, ou on part en vacances, on ne pourra pas faire le tout. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Vous allez devoir sacrifier votre sécu, c'est-à-dire que les retraités, les chômeurs auront moins. Et le calcul a été fait qu'un ménage belge, en moyenne, je sais que les moyennes sont trompeuses, mais bon, en moyenne, un ménage belge va devoir sacrifier 6 000 € par an pour cette augmentation du budget. Vous avez 6 000 € à perdre, vous, sur l'année, mais dites ça aux gens autour de vous, on va te prendre énormément pour aller acheter des avions et des missiles qui vont en plus semer la terreur partout et les injustices qui vont que le monde va être fâché sur nous et que de temps en temps, on va ramasser encore un attentat comme on a eu à Paris ou à Bruxelles. Ça, c'est la conséquence. On ne peut pas empêcher qu'en poussant les peuples au désespoir, il suffit d'un ou deux qui se disent « bon, ben, je vais leur faire payer ». Ils n'ont pas protesté quand on me massacrait, donc je fais la même chose. Et donc, voilà, cette histoire, c'est fondamental et c'est très très important d'être capable d'expliquer sur ces différentes guerres. Il y avait une question aussi qui a porté sur l'extrême droite israélienne. C'était la question numéro 22. Alors, l'extrême droite israélienne, elle existe, c'est un courant important dans le sionisme depuis le début, et on va pas nier que ça existe, mais il ne faut pas non plus faire une fixation là-dessus et penser que le problème, c'est parce que Netanyahou, il est otage de ces deux ministres fascistes, là, ouvertement fascistes, et que sinon, ça irait mieux. Dans le livre « Israël, les 100 pires citations », vous voyez qu'il va falloir étudier, hein, mais c'est vraiment important, ça va vous être utile. Dans le livre « Les 100 pires citations », comme j'en avais marre d'être traité d'antisémite chaque fois que je critiquais Israël, j'ai décidé, je l'ai déjà dit, de faire un bouquin dans lequel je donne la parole uniquement aux dirigeants israéliens, aux dirigeants sionistes avant Israël et aux dirigeants israéliens depuis 1948. Ils disent eux-mêmes les crimes qu'ils commettent. Et là-dedans, on voit qu'il y a eu dans le sionisme années 20, 30, 40, deux tendances. Et après aussi. Une tendance fasciste, ouvertement, directement inspirée d'Hitler et des méthodes des nazis, qui disait on va coloniser pas seulement la Palestine, mais
quasiment tout le Moyen-Orient. Donc, c'est ce que j'appellerais le programme maximum. On va coloniser tout ça par la violence à fond. Et ça, c'était la tendance Jabotinsky, dont, entre parenthèses, le père de Netanyahou était son secrétaire. Donc. Mais il y avait une autre tendance, la tendance, entre guillemets, de gauche, qui était des partis socialistes, dont certains sont encore en relation avec des partis socialistes ici en Europe, c'est hallucinant. Et cette tendance-là, elle disait non, non, il faut y aller plus calmement, parce que, et ça c'était Ben Gurion, si on y va trop vite, on n'aura plus le soutien des Occidentaux, on verra les crimes, et donc on prend ce qu'on nous donne, et à partir de là, on s'en sert comme base, chaque fois qu'il y a moyen, on agrandit notre territoire. Et hop, 67, on triple le territoire, et après, vous voyez ce qu'ils font avec les Cisjordanie, discrètement, il y a toujours un prétexte. Et maintenant, ils sont en train de prendre un morceau de la Syrie, sous un prétexte, bien entendu, c'est-à-dire se défendre des terroristes qu'ils ont eux-mêmes favorisés et installés. Donc, ce couple-là, aussi, méchant flic, gentil flic, ils sont tous les deux dans la logique du sionisme. Il y a juste une question de vitesse et de tactique, mais ce n'est pas fondamental. Et les grandes guerres, les grands crimes ont été commis par des sionistes de gauche, entre guillemets. Donc, voilà, on ne pense pas qu'on doit faire une fixation là-dessus. Alors, je regarde les différentes questions. J'ai envie de laisser certaines questions sur l'information, la bataille de l'info et que faire comme conclusion, mais tu as peut-être vu des questions pas encore répondues. D'abord, sur le lien que vient de faire Michel, vous avez repéré la dernière intervention du ministre russe Lavrov, qui fait exactement le même lien. Lavrov dit ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la même dynamique mondiale qui y conduit. Autrement dit, ce sont les mêmes acteurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mesure bien ce qui s'est passé avec la chute de l'URSS et le séisme que ça a entraîné de manière durable sur les rapports de force internationaux. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme et de l'impérialisme, nous nous sommes retrouvés avec un monde, je dis bien pour la première fois, avec un monde qui avait une seule puissance hégémonique. Au début du capitalisme, il y en avait deux, qui se servaient de contrepoids l'une l'autre. C'était la France et la Grande-Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'Union soviétique, la guerre froide, qui servait de contrepoids à l'hégémonisme dominant. Et là, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, on avait un impérialisme hégémonique qui donc pouvait rêver de faire fonctionner l'ensemble du monde au profit de ces multinationales. Et à ce moment-là, la question qui était posée, et dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples, qui étaient posés au sein de l'établissement états-unien, c'était comment faire durer cette situation de rente? Comment allons-nous faire pour que ça dure? Et c'est de là que sont nés les plans de recomposition d'un certain nombre d'États. La conclusion de leur question, c'était si nous voulons rester l'hégémonisme unique, nous devons faire éclater un certain nombre d'États qui, par leur taille, leur richesse ou leurs dirigeants, peuvent s'opposer à nos intérêts. Et nous avons eu l'élaboration d'un véritable plan de chirurgie sociale et politique où on allait découper des États et des nations. Sur le Moyen-Orient et l'Afrique, on a des pays qui ont été cités. 7 pays étaient prévus. 6 d'entre eux ont fait l'objet de guerres et sont aujourd'hui balkanisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'encerclement de la Russie par l'Ukraine et par l'OTAN? C'était quoi le projet qu'il y avait derrière? C'était la même chose. Faire éclater la Russie, comme on a fait éclater la Yougoslavie. Autrement dit, cette démarche-là, si on ne l'arrête pas, eh bien, il n'y a aucun des pays suffisamment, qui sont un enjeu, qui peut se prétendre protégé. Et en ce sens-là, les intérêts du Moyen-Orient et du peuple russe sont bien entendu convergents, et je pense que et les Iraniens et les Russes l'ont compris. Ça n'est pas un hasard que des pays ayant des systèmes sociaux différents, comme la Russie, la Chine, l'Iran,
se retrouvent en convergence dans les BRICS. Qu'est-ce qui explique cette convergence alors que l'un se dit capitaliste, l'autre se dit socialiste, le troisième se dit islamique, république islamique? Qu'est-ce qui fait cette convergence? C'est une convergence objective d'intérêt et de survie. Et donc, la balkanisation, c'est le projet de l'impérialisme parce que c'est la seule manière pour eux de maintenir leur hégémonie. Vous aurez compris que derrière, vous avez la même chose quand on vous parle de Taïwan, quand on vous parle des Ouïghours, quand on vous parle d'un certain nombre de questions comme ça. Posez-vous toujours la question des conséquences derrière. C'est la remise en cause des États-nations. C'est l'éclatement d'États-nations pour mieux dominer. Il y avait une question sur le détroit d'Ormuz. Je crois que ça a été l'annonce par l'Iran qu'il se défendrait, et c'est assez surprenant de voir que les peuples retrouvent les mêmes mots, parce que je ne pense pas que le ministre iranien qui l'a dit ait lu Malcolm X, les mêmes mots que Malcolm X, qui nous dit « l'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires ». En fait, je pense qu'effectivement, lorsqu'un peuple décide de résister, il retombe sur cette phrase, voilà, par tous les moyens nécessaires. C'est exactement ce qu'ont dit les Palestiniens, il faut qu'on se défende par tous les moyens nécessaires. Et dedans, il cite, bien entendu, le blocage du détroit d'Ormuz. Je pense que pour Trump, à partir du moment où le Parlement iranien vote la possibilité, et même la nécessité, de bloquer le détroit d'Ormuz, il a vu l'ensemble des conséquences que ça pouvait provoquer. Le détroit d'Ormuz, c'est 25% du commerce pétrolier, ou gazier, je crois, et 20% du commerce... Non, je ne sais plus dans quel sens, gaz et pétrole. En tout cas, dans les deux cas, c'est une dimension importante. Imaginez que, et bien entendu c'était prévisible, que les Houthis bloquent également les passages sur leur territoire. Bien, on se retrouve avec une situation dans laquelle le commerce mondial est complètement perturbé. Les Iraniens ont été très prudents et très tactiques. Moi, je les ai trouvés maîtrisant très bien la dimension du tempo, puisqu'ils ont effectivement fait la menace, mais ils ne sont pas fous. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est aussi avoir des conséquences pour des alliés, comme la Chine, etc. D'ailleurs, vous avez entendu, c'est assez rigolo, comment Trump s'est adressé aux Chinois. Nous demandons aux Chinois de demander aux Iraniens de ne pas bloquer le détroit d'Ormuz. Il est poli. Oui, il est poli. Voilà où on est aujourd'hui. Mais en tout cas, ça indique l'importance de ce détroit, mais ça indique surtout qu'il y a des armes qui n'étaient pas encore utilisées, c'est-à-dire que l'Iran avait une stratégie de montée en puissance dans sa stratégie de défense, et que cela montrait, c'était en lien avec cela. Il y avait une autre question sur la position du Maroc. Dans la stratégie que je soulignais tout à l'heure de balkanisation et de maintien d'une hégémonie unique sur la planète, les États-Unis ne sont pas naïfs. Ils savent, comme d'ailleurs les Anglais quand ils étaient la puissance hégémonique, ils savent qu'ils ne pourront pas, par leur seule force armée, contrôler tous les endroits de la planète. Il faut donc produire, constituer, créer des États vassaux, des États dont la fonction est de contrôler une région. Israël est un État vassal pour le contrôle de tout le Moyen-Orient. Le Rwanda, qui agresse le Congo, est un État vassal pour le contrôle de toute la région des Grands Lacs. Et il y a effectivement une volonté de faire du Maroc un élément de contrôle pour l'ensemble de la région d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Sinon, les États-Unis savent très bien qu'ils ne pourront pas contrôler l'ensemble de la planète par une intervention directe. Il leur faut donc des supplétifs qui permettent de faire cela. J'espère que le peuple marocain réussira à arrêter cela, parce que bien entendu, cela passe par des déstabilisations dans la région, que ce soit en Afrique de l'Ouest vis-à-vis de l'AES, ou que ça soit vis-à-vis du voisin algérien, c'est-à-dire qu'on nous prépare de nouveaux conflits aujourd'hui.
Sur le Maroc, j'aimerais signaler que Saïd est l'auteur non seulement du manuel stratégique de la Palestine, mais aussi du manuel stratégique de l'Afrique, en 2 tomes, où chaque région, il y a 5 grandes régions en Afrique, y compris le Maghreb, chaque région est analysée avec son passé, ses enjeux en ressources et en zone stratégique, et aussi l'impact des colonialistes, des États-Unis, des néocolonialistes, etc. Et donc, il y a beaucoup à apprendre sur les raisons du régime marocain pour commettre cette trahison scandaleuse de coopérer avec Israël de très près. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait des pilotes marocains qui auraient participé aux attaques contre l'Iran. Et donc, on sait que le peuple marocain, ici et là-bas, il ne marche pas du tout avec ça. Et donc, il y a une fameuse responsabilité par rapport à un régime qui trahit les intérêts de son peuple, qui trahit la nation arabe, qui trahit l'ensemble des peuples colonisés en servant comme ça d'instrument aux colonialistes et aux colonialistes les plus violents et les plus barbares. Donc, je pense qu'il y a intérêt à se former. Saïd a souligné l'importance du détroit d'Ormuz et des différents détroits par lesquels passe le commerce mondial. La navigation mondiale, c'est un enjeu fondamental. Les océans, ce n'est pas simplement ce qui est entre les terres importantes. Les océans sont eux-mêmes l'enjeu fondamental et leur contrôle. Et ça, on l'avait annoncé dans le livre que j'avais fait des interviews avec Mohamed Hassan en 2011, La stratégie du chaos. On analysait justement les relations stratégiques entre les États-Unis et les vieux colonialistes français notamment, et l'ensemble du monde arabe et musulman. Donc il y avait là-dedans le Maghreb, le Mashrek, et on avait une carte au milieu du bouquin, vous allez voir, il y a l'océan Indien qui est défini comme étant la zone où le sort du monde va se jouer et où les États-Unis vont essayer de bloquer les routes maritimes et notamment de contrôler le détroit d'Ormuz et les différents endroits où les peuples aussi peuvent bloquer la navigation des impérialistes, comme le Yémen l'a fait. Le Yémen était dans le bouquin, la carte, et donc on a, disons, une satisfaction à voir que les choses qu'on avait annoncées en 2011 se sont réalisées et se réalisent encore maintenant. Donc je pense que c'est important de comprendre la logique qu'il y a là derrière. J'ai tenu à jour la comptabilité des questions encore à répondre. Et il y en a une que, évidemment, on ne peut pas laisser passer, c'est la question de l'antisémite. Forcément, on ne va pas passer à côté. Donc la question était, est-ce que ce n'est pas les Arabes, les Sémites, et est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers? D'abord, il faut se poser la question des descendants des Hébreux qui habitaient en Palestine. Croit-on vraiment que la composition actuelle de l'État d'Israël, ceux qui sont considérés comme citoyens israéliens, seraient des descendants des Hébreux? Mais les descendants des Hébreux, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui. Certains se sont convertis à l'islam, d'autres sont restés juifs, d'autres se sont convertis au christianisme, mais les véritables descendants des Hébreux, ce sont les peuples qui habitaient sur place. Encore une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les Israéliens à la porte. C'est juste répondre par rapport à la question qui est sémite, que ceux qu'on présente aujourd'hui comme victimes de l'antisémitisme ne sont pas les descendants des Hébreux. La seconde question qu'il nous faut poser, c'est la fonction de ce discours sur l'antisémitisme. Parce que c'est ça la véritable question. La fonction de ce discours, elle est d'invalider, de discréditer, de décrédibiliser toute mobilisation contre l'État sioniste. Et c'est pour cela qu'il va falloir mener le combat, parce qu'ils ne cesseront pas là-dessus, contre la criminalisation de l'antisionisme. Leur logique, c'est d'amalgamer ces deux termes, antisémite et antisioniste, de telle sorte à pouvoir interdire le soutien au peuple palestinien. Bien entendu que les Arabes sont des sémites. Bien entendu que les Hébreux étaient des sémites. Bien entendu que ceux qui sont venus d'Europe n'étaient pas des sémites. Ce qui ne les empêche pas de devenir des Israéliens ou des Palestiniens. Je peux répondre à une autre question sur l'Afrique.
je ne suis pas d'accord avec votre constat sur le fait qu'on parle beaucoup des guerres au Moyen-Orient, où il y a beaucoup de guerres au Moyen-Orient et peu en Afrique. Il n'y a pas peu de guerres en Afrique. Hein. Il y a peu de mobilisation ici sur les guerres en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo depuis des années et des années? Au Congo, nous avons le second génocide, Congo et Palestine. Et un génocide qui dure pour les seuls intérêts des multinationales états-uniennes et européennes. Vous avez un pays qui sert, je vous le disais, d'État vassal, qui est le Rwanda, qui apparaît comme exportateur de coltan, alors qu'il n'a quasiment pas de mine de coltan sur son territoire. Autrement dit, la déstabilisation du Congo sert à piller le coltan qui sert au Rwanda à avoir une exportation. Et bien entendu, toutes les multinationales qui achètent ce coltan sont au courant du prix de cela. Un véritable génocide. Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Nous avons la première balkanisation depuis les indépendances des années 60. On a coupé un pays en deux. Et quand on regarde les acteurs de cela, de nouveau, on va retrouver les États-Unis. Autrement dit, la même stratégie que je disais tout à l'heure de balkaniser pour mieux dominer, eh bien, elle s'applique également en Afrique. Et bien entendu, qu'ils feront tout pour que l'expérience de l'AES échoue. Ils feront tout pour que les 3 pays de l'AES soient en conflit entre eux et qu'ils soient en conflit avec d'autres pays qui s'opposent à l'impérialisme comme l'Algérie. On voit bien que des divergences de stratégie sont utilisées, instrumentalisées pour diviser, alors que ces pays auraient intérêt à converger dans leur opposition à ceux qui essayent de les assommer. Donc en Afrique, on n'a pas une situation où il y a moins de guerre ou moins d'enjeux guerriers. Il y a une situation dans laquelle, malheureusement, les mobilisations sont moins importantes. Il y a pour la Palestine un mouvement de solidarité et il faut encore le renforcer. Pour l'Afrique, on n'a pas encore cette conscientisation. Puisque Saïd parle de l'Afrique, j'aimerais qu'il parle de la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation des grands pays ou des pays moyens pour dresser les peuples les uns contre les autres et affaiblir tout le monde. J'aimerais signaler le dernier livre que Investigation vient d'éditer, que vous voyez ici, Isaias Afwerki, Mon combat pour l'Érythrée et l'Afrique. Et justement, l'Érythrée est un petit pays là, pour ceux qui est sur la mer Rouge, juste à la corne de l'Afrique, cette pointe stratégique dans l'océan Indien que tous les empires ont toujours voulu contrôler. Et du coup, l'Érythrée, c'est un pays dont le peuple a dû mener une guérilla pendant 31 ans, contre les États-Unis et malheureusement l'Union soviétique qui s'était bien mal mis le doigt dans l'œil à cette époque-là aussi. Et donc ils ont fait une guérilla avec un petit pays de 5 millions d'habitants contre une puissance locale, l'Israël de la région, l'Éthiopie à l'époque, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, surarmée. Et après 31 ans, ils ont gagné. C'est un bel exemple et je pense que nous devons aussi présenter des messages d'espoir et des messages de réalisation positive quand nous discutons avec les gens, parce qu'on entend ça souvent, oui, mais ça ne va jamais changer, la nature humaine, blablabla, tu vois, ils sont trop forts, on ne vaut rien, etc. Et donc ce petit pays où une année sur deux, il ne pleut pas, donc c'est quand même compliqué pour cultiver, nourrir une population, développer un pays, une économie, ben, ils y arrivent. Et donc, on a eu l'occasion, mon partenaire et moi, d'aller rencontrer le président Isaias Afwerki et de faire des interviews sur voilà, comment vous vous débrouillez pour l'agriculture, pour la santé, pour l'éducation. Il y a encore des nomades dans ce pays, donc ce n'est pas évident pour faire les soins de santé, l'éducation, etc. Ils y arrivent. Ils résistent à... C'est un pays avec 6 nationalités, 4 grandes religions, plein de pays voisins qui sont dans des situations dramatiques, notamment avec l'intervention d'Israël, au Soudan par exemple, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est un message d'espoir et un message justement, les peuples doivent s'unir, ils doivent refuser que les colonialistes les fragmentent et les dressent les uns contre les autres. Et voilà, ça je crois que c'est quelque chose... qui peut donner de l'espoir et qui est important. C'est un peu le Cuba de l'Afrique, au fond, et je
Je crois que c'est un message à apporter. Il y a une question qui a été posée à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu, et je vais le faire très brièvement parce qu'on pourrait y passer la nuit, c'est la question sur la démocratie. Est-ce que tout ça, tout ce qu'on voit là, est-ce qu'il y a une démocratie dans tout ça? Très brièvement, je pense que la démocratie, elle n'existe pas encore. Je pense qu'on n'est pas dans un système démocratique. D'ailleurs, la femme de François Mitterrand, Danielle Mitterrand, qui était bien placée pour répondre à la question, ça se trouve sur un des vieux articles du tout début du site Investigation en 2004. Un journaliste colombien lui demande, voilà, est-ce que des pays comme la France, les États-Unis ou la Belgique, ce sont des démocraties? Et Danielle Mitterrand répond, non, ce n'est pas des démocraties, parce que oui, on vote tous les 4 ou 5 ans, et on vote pour des gens qui, après, font passer des lois dont ils ne nous avaient pas parlé et dont personne ne veut. Et donc ça, c'est un peu, je crois, une bonne définition. Alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose si on vivait sous le fascisme ou sous le nazisme. Évidemment, non. Et bien sûr qu'il y a certaines libertés démocratiques qu'il faut utiliser, qu'il faut défendre d'ailleurs, parce qu'elles sont menacées de plus en plus. On réprime de plus en plus les journalistes indépendants, donc attention, il faut vraiment défendre ça. Mais on n'est pas vraiment dans la démocratie, on n'est pas dans le fascisme, pas encore peut-être, diront certains, mais on n'est pas dans une vraie démocratie. Trump il a même refusé que le Congrès des États-Unis, même acheté, vote sur cette question de guerre ou non. Macron, quand il se lance dans des aventures militaires, il ne lance pas un vrai débat sur la population, dans la population. Et donc, en Belgique, sur cette histoire de démocratie, on n'y est pas du tout, quoi. On ne parle absolument pas de la volonté des gens. D'ailleurs, je vous ai montré la petite collection Israël, les 100 pires citations. On a aussi USA, les 100 pires citations, où ils disent eux-mêmes leurs crimes. C'est bien, on gagne du temps, ils le disent eux-mêmes. Et je signale que si tout va bien, dans l'équipe Investigation, avec l'aide d'un jeune qui est dans cette salle et qui commence à donner des coups de main, on prépare Union européenne, les 100 pires citations, et vous allez entendre vraiment des choses épouvantables à toutes les étapes de l'Union européenne, comme quoi la démocratie, ce n'est absolument pas une réalité dans l'Europe. Ce point-là, il est important, et ayant répondu à presque toutes les questions, j'aimerais qu'on conclue sur celle qui touchait à la question de la bataille de l'info. On a aussi dit, on vous accuse d'être complotiste, antisémite, on neutralise votre message. Bon, ça, évidemment, c'est important pour nous, hein, parce que ceux qui ont suivi un peu l'histoire d'Investigation, on a passé une crise financière importante et on n'en est pas encore sorti, on a besoin de vous. C'est-à-dire qu'on a pu, grâce à certains soutiens, embaucher des journalistes, des chercheurs, en plus de l'équipe qu'il y avait, pour faire le livre Ukraine, la guerre des images. Et ceux qui l'ont vu, c'est un gros travail de démolition des médias mensonges. Pour faire le livre 7 octobre, enquête sur les médias mensonges, bébés décapités, femmes violées, etc. Et cacher le fait que c'était une opération militaire, légale, légitime. Ça, c'était en premier. Peut-être des crimes qui ont été commis à cette occasion. Il faudrait faire une enquête. C'est Netanyahou qui la refuse de toute façon. Et donc, on a une équipe là importante pour mener la bataille contre les médias mensonges qui sont la manière d'endormir, d'anesthésier, de tromper les populations et de faire qu'ils vont accepter cette marche à la guerre dans laquelle on est en train de nous entraîner. Donc ça, c'est un job important. Et donc pour ça, j'ai besoin de vous, parce qu'on a été dans une crise financière qui nous a obligés à supprimer certains emplois, malheureusement, de gens qui travaillaient bien, par exemple pour faire Télé-Palestine. Et je veux absolument sauver Investigation, relancer et développer. Donc je vais vous lancer un appel, pas un appel, enfin oui, un appel au soutien financier, mais c'est un appel au combat. C'est-à-dire que je pense qu'on va devoir se battre ensemble. Je crois que vous vous rendez compte que la machine du mensonge, l'industrie du mensonge, aux États-Unis, en France, en Israël, on a parlé du lobby de l'AIPAC, tous ces gens-là qui jouent un rôle, et on a les mêmes lobbies en France et
en Belgique, on a BHL qui se complète, qui passe dans toutes les télévisions et on ne lui pose jamais les questions qui pourraient montrer que c'est un charlatan. Et donc, on a besoin de vous pour la bataille de l'info. Donc, on a besoin de donateurs chaque mois, 5 ou 10 euros, 20 euros. Et j'insiste, des dons réguliers parce que ça nous permet de faire un budget et de calculer des emplois. Si on reçoit une somme, c'est bien, mais si on reçoit tous les mois, on peut calculer un budget. Donc, vous avez ici et au stand des formulaires pour vous inscrire comme donateur, pour, si vous êtes déjà donateur, inscrire des amis à vous, ou si vous avez la possibilité d'augmenter peut-être un petit peu encore le don parce qu'on a vraiment énormément de travail. J'essaye de faire des émissions vidéo. Même quand c'est court, moins de 2 minutes, ça prend du temps de les préparer. Il faut tout vérifier, il faut préparer les émissions, il faut réfléchir, il faut tout vérifier, vraiment c'est important, ça prend du temps. Et donc j'aurais besoin d'aide pour pouvoir en faire plus parce que tous les jours il y a des sujets et il n'y a pas beaucoup que j'arrive à réaliser. Donc voilà, si vous pouvez devenir donateur et un soutien mensuel, ça va vraiment beaucoup nous aider à développer ces projets. On a des projets de prochains livres sur le fascisme, sur les dessous du terrorisme, sur une série de sujets qui vont vous être utiles dans vos discussions. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous achetez des livres aujourd'hui, quand vous êtes donateur, vous avez 20% de réduction sur les bouquins que vous achetez. 20% de réduction et aujourd'hui et après aussi. Il y a un que je dois absolument signaler, c'est Nous, enfants de Gaza. Parce que vous avez certainement déjà rencontré le problème et comment je vais raconter ça à mon gamin ou à ma fille qui a 6, 8, 10 ans. Comment je vais faire pour ne pas le ou la traumatiser, mais quand même qu'il sache la réalité et qu'il puisse lui aussi participer à la mobilisation. Je trouve que c'est très très important. On sait que les enfants, ils sont révoltés par l'injustice. Quand on fait une injustice à leur égard, on l'entend d'ailleurs, ils protestent, très bien. Eh bien, il faut absolument les lancer dans ce combat, les préparer, mais d'une manière appropriée. Hein, on ne veut pas qu'ils se fassent des cauchemars tout le temps parce qu'ils ont vu des trucs à la télé, etc. Et donc, il y a un livre magnifique qui a été fait par une amie belge qui vit à Genève maintenant, c'est Nous, enfants de Gaza. Et je vous le recommande vraiment, c'est très très bien. Le dessin est très beau, très doux, mais la réalité n'est pas cachée, mais c'est formulé d'une manière pas traumatisante et avec un espoir et avec un message positif. Donc, pensez à vos enfants et petits-enfants pour le faire. On a, pour les entraîner dans cette chose-là. On a reçu des questions sur les médias et les mainstream et la propagande de guerre, et je pense qu'on va conclure par là, si on a pris toutes les questions. Je pense que ça, c'est très, très important. Vous le savez, je le dis toujours, il faut appliquer cette idée, nous sommes tous des journalistes. Il ne faut pas être dans le « Ah oui, Saïd a bien parlé, c'est magnifique, il a fait un bon bouquin, et vas-y, Saïd, continue ». On n'est pas dans un match de foot où il y a les supporters qui disent « Vas-y, marque un goal ». On est tous, en fait, des acteurs dans la bataille de l'info. Saïd ou moi ou des gens comme ça, on ne peut rien sans vous. Parce que pourquoi? On parle ici dans cette salle à des gens qui, j'ai l'impression, sont déjà assez d'accord avec nous. Mais qu'est-ce qui va changer la chose? C'est qu'on entraîne les gens qui ne sont pas encore d'accord avec nous, ou qui ne sont pas conscients, ou qui pensent « oui, c'est vrai, tu as raison, mais on ne peut rien y faire, ça ne va pas jamais changer ». Et ça, on doit les entraîner dans le boycott de Carrefour qui aide... Et donc, il faut trouver à Molenbeek, à Anderlecht, un carrefour, il faut organiser des actions régulièrement, il faut boycotter McDo. Trump, il ne comprend que ça, le langage de la force et le langage du portefeuille. Donc, il faut absolument que, comme dans toute une série de villes, y compris en France, on mette des McDo en difficulté et on emplaçait d'ailleurs l'appel des Palestiniens. Toute la société palestinienne a dit boycotter, pas tous les trucs qui sont avec Israël, sinon il n'y a plus moyen de vivre, mais boycotter quelques produits clés, McDo, Carrefour, très important, les génériques Teva dans les pharmacies. Regardez toujours bien le générique qu'on est en train de vous mettre et si c'est Teva, vous dites bien haut, non, non, pas Teva, il finance le génocide, donnez-moi un autre produit s'il vous plaît. Et donc, je pense qu'on doit trouver le moyen d'agir dans la bataille de l'info. Et concrètement, le moyen c'est quoi? 1, se former.
être capable de répondre sur les faits, de montrer l'histoire, de montrer d'où viennent les problèmes. Ça passe jamais à la télé. Le Gaza, ah oui, c'est le 7 octobre, c'est le Hamas. Ah bon? Et avant ça, pendant 75 ans, un génocide à petit feu et discrètement, ça, ce n'est pas un problème. Et donc, on doit être capable de montrer l'histoire, de montrer d'où viennent les problèmes, de montrer que ce n'est pas un problème entre juifs et arabes là-bas quelque part, c'est un problème de nous, nos gouvernements qui ont décidé qu'il fallait Israël, qu'il fallait des crimes, et ça, c'est notre bataille de l'info au quotidien. Alors, il faut le montrer d'une manière adaptée. Vous n'allez évidemment pas pouvoir faire une conférence de 2 heures où on prend le temps, où on explique tout ça avec certains mots, etc. Et donc, il faut faire un travail de réfléchir qui je vais essayer de convaincre. À mon boulot, en faisant attention si nécessaire, parmi les amis, club sportif, maison de quartier, les voisins, une fête de famille, sur les réseaux, mais la discussion réelle, c'est vraiment important. Qui je vais essayer de convaincre, qui je vais essayer d'amener petit à petit dans une position et puis dans l'action. Ensuite, comment je vais le faire? Et là, la méthode est importante. Il ne faut pas commencer tout de suite, Netanyahou est un salaud, et alors vous ramassez, non, c'est le Hamas qui est des salauds, ils ont décapité des enfants, etc., et on se met en colère et c'est fini. Il faut être capable d'écouter les gens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui les a influencés, demander quels sont les médias qu'ils ont suivis, et essayer en les ayant bien écoutés, de partir avec eux à la recherche des faits. Toi, tu dis ça, tu as entendu ça, moi j'ai entendu une autre version, allons vérifier sur Internet ceci ou cela. Pour vérifier, il y a une chose pour aider à discuter au quotidien avec les gens, il y a une mesure que je recommande vraiment. Quand vous avez lu un bouquin, reprenez-le, prenez sur une feuille de papier quels sont les points importants du bouquin pour bien les assimiler, comme un étudiant qui passe un examen. Et ensuite, mettez sur votre téléphone, dans chaque livre, 5 pages clés de chaque bouquin. Ça peut être une citation bien dégueulasse de Ben Gurion, etc. Ça peut être une carte géographique, ça peut être la réfutation par les Israéliens eux-mêmes du mensonge des femmes violées. Voilà, vous mettez sur votre téléphone des pages clés, et quand vous êtes dans une discussion, même à l'improviste avec quelqu'un, toi tu as eu cette info, moi j'ai eu celle-là, regarde un peu, et allons vérifier ensemble, voyons les deux versions et vérifions ensemble. Ça, c'est ce que j'appelle la démarche active dans l'info. Quelqu'un a dit on est tous des consommateurs d'infos, et je comprends bien, c'est vrai, on travaille, on rentre, on est crevé, il faut les occuper à manger, les enfants, on a juste envie éventuellement de regarder un petit truc à la télé et puis de se reposer, et voilà, on n'a pas la capacité, mais il faut que justement l'information, ça ne soit plus un truc qu'on consomme et qu'on dit « ah c'est dégueulasse » ou alors « je revends ma télé », ce n'est pas la solution non plus. Regardez ce qu'ils ont montré aux gens, ce qui les a influencés, et ensuite discutez-en le lendemain pour dire « il y a une autre version, on t'a caché ceci et cela ». Et si les gens se rendent compte qu'on a manipulé leur information, alors là, vous allez les avoir avec vous dans toute une série de discussions, et c'est très très important, comme je l'ai dit, d'être capable de le montrer sur Gaza, sur l'Iran, sur l'Ukraine, sur le Niger, sur le Mali surtout. Voilà, ça c'est, je pense, quelque chose de très très fondamental, et je suis vraiment convaincu que nous avons la capacité de changer le rapport de force dans la bataille de l'info. On a vu au Moyen-Orient ceux qui étaient David vaincre Goliath et remporter des points importants. La bataille n'est pas finie, on sait qu'ils vont continuer à attaquer avec des autres méthodes, mais on a remporté des victoires. Donc ça nous donne aussi de l'espoir et de la confiance dans notre capacité à chacun, chacune qui est ici dans cette salle, de remporter des victoires au quotidien contre l'industrie des mensonges pour la bataille de la vérité et d'une société pacifique pour nos enfants. Merci à vous.